La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 7e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace UEMOA ce vendredi à Lomé. Les 8 États membres de l'Union y ont participé. Les échanges ont porté sur le projet d'information et d'interconnexion des postes de police dans la zone. Des précisions à suivre dans ce journal. Autre sujet à aborder, les innovations apportées au code de l'organisation judiciaire au Togo. Le sujet a réuni des journalistes sur invitation du ministère de la Justice et de la Législation. Des innovations à découvrir dans le courant de cette édition. Et puis, le recensement qui se poursuit au Togo. L'opération d'enrôlement s'achève ce samedi, dans quelques heures. Un tour à Gléy dans cette édition pour constater l'effectivité de cette opération. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. C'est sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, que s'est tenu ce vendredi le Conseil des ministres. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, examiné et adopté un projet de décret et a écouté deux communications. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan. Communiqué du Conseil des ministres du 11 novembre 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 11 novembre 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté deux communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi de finances exercice 2023. Cet avant-projet de loi intervient dans un contexte sécuritaire qui reste préoccupant et prend en compte les priorités du gouvernement en matière de développement durable traduites dans les programmes budgétaires en lien avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et les effets des crises actuelles auxquelles fait face notre pays. Dans ce cadre, le taux de croissance économique est projeté à 5,8% en 2022 contre 6% atteint en 2021. Le taux de croissance du PIB réel est projeté à 6,6% en 2023 avec un taux d'inflation. La loi portant code de l'organisation judiciaire au Togo, la voici. Conseil des ministres du 11 novembre 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 11 novembre 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté deux communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi de finances exercice 2023. Cet avant-projet de loi intervient dans un contexte sécuritaire qui reste préoccupant et prend en compte les priorités du gouvernement en matière de développement durable traduites dans les programmes budgétaires en lien avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et les effets des crises actuelles auxquelles fait face notre pays. Dans ce cadre, le taux de croissance économique est projeté à 5,8% en 2022 contre 6% atteint en 2021. Le taux de croissance du PIB réel est projeté à 6,6% en 2023 avec un taux d'inflation maîtrisé qui continuera à faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement. En vue de poursuivre et renforcer les actions visant le bien-être des populations, l'avant-projet de budget exercice 2023 consacre aux secteurs sociaux un montant de 623,4 milliards de francs CFA contre 522,2 milliards de francs CFA
dans le budget 2022, soit une hausse de 19,6%. La part relative des dépenses sociales dans le projet de budget exercice 2023 est d'environ 50%, tout en poursuivant la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Par ailleurs, des mesures nouvelles ont été proposées et visent à poursuivre les actions d'inclusion sociale et d'amélioration du climat des affaires. Ainsi, les primes d'assurance versées par les employeurs pour l'assurance maladie des salariés seront désormais déductibles. De même, le taux de patente sera revu à la baisse afin d'accompagner notamment les revendeuses de pagne et rendre compétitifs les prix des tissus pagne. Par ailleurs, dans l'optique d'accompagner le secteur des transports, la taxe sur les véhicules à moteur reste suspendue au profit des transporteurs. Enfin, les matériels et engins des travaux de bâtiments de travaux publics seront exonérés afin d'accompagner les entreprises de construction et de travaux publics dans notre pays. De même, l'exonération de la TVA sur les cantines scolaires est maintenue et élargie aux cantines universitaires et d'entreprises. En outre, les mesures sociales prises par le gouvernement en 2022 pour améliorer les conditions des populations face à la cherté de la vie seront poursuivies. Le budget de l'État exercice 2023 financera également la poursuite du programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes. Au total, le budget de l'État qui ressort de l'avant-projet de loi de finances exercice 2023 est projeté à 1 957,9 milliards de francs CFA en ressources et charges contre 1 875,8 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2022, soit une hausse de 4,4%. Les recettes budgétaires enregistreront une augmentation de 117 milliards de francs CFA pour s'établir à 1 187,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de 10,9%. À travers cet avant-projet de loi de finances, le gouvernement entend d'une part poursuivre les actions de riposte en vue d'atténuer l'impact de la pandémie à coronavirus sur l'économie de notre pays et d'autre part maintenir les mesures en vue de renforcer la résilience de la population face aux effets de la crise russo-ukrainienne. En outre, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des réformes structurelles visant la stabilité du cadre macroéconomique. Au titre du projet de décret, le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la météorologie, ANAMET. Au regard de l'évolution du contexte actuel et tenant compte de la nécessité d'innover et d'améliorer la fourniture des services météorologiques et climatiques de qualité, il s'est avéré nécessaire de mener une restructuration de la Direction générale de la météorologie nationale. Le présent projet de décret vise à transformer la Direction générale de la météorologie nationale en une structure répondant aux impératifs d'autonomie, d'efficacité, de souplesse et de simplicité dans sa gestion. L'adoption de ce décret permettra de doter notre pays d'un service de météorologie capable d'exécuter efficacement ses missions, notamment la contribution à la sécurité et à la sûreté aéroportuaire et la fourniture de prévisions et d'informations indispensables aux autres secteurs d'activité concernés. Cette démarche s'inscrit également dans la droite ligne de l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui consiste à moderniser le pays et renforcer ses structures. Elle permettra à la nouvelle structure de remplir efficacement ses missions d'alerte et de prévention contre les risques de catastrophe. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative au 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo,
5e RGPH, présenté par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. La présente communication a pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement du RGPH 5, lancé officiellement le 24 octobre dernier et qui prendra fin le 12 novembre 2022. Au 9 novembre, le Conseil a constaté une bonne dynamique des opérations de démembrement en cours. Des actions sont menées afin d'accélérer l'atteinte des objectifs et de s'aligner sur la vision de cette opération qui consiste à donner à chaque personne vivant au Togo l'opportunité d'être prise en compte et de faire enregistrer ses caractéristiques propres. Le Conseil a saisi l'occasion pour féliciter les acteurs ainsi que toute la population togolaise pour son adhésion et sa collaboration pour la réussite de ce recensement qui facilitera une segmentation plus fine dans le processus de planification des politiques de développement économique et social. Il a instruit pour la poursuite et l'intensification des actions de communication et de sensibilisation afin de s'assurer que les objectifs fixés seront atteints pour une réussite totale de l'opération. Le Conseil a enfin écouté une communication relative à l'état des lieux sur le projet de recensement des infrastructures économiques et sociales du Togo, présenté par le ministre délégué chargé du développement des territoires. La présente communication a permis de faire un point global sur l'évolution du projet 33 de la feuille de route gouvernementale en ce qui concerne notamment sa composante portant sur la gestion du géoportail qui est un outil d'excellence pour l'observation, le suivi et l'analyse des territoires communaux, préfectoraux, régionaux et nationaux. Le Conseil a salué les avancées de ce projet et a encouragé les acteurs à poursuivre les travaux afin de définir collectivement le mode d'utilisation et de gouvernance le plus efficace pour tirer pleinement profit de cet outil de recensement des infrastructures économiques et sociales. Fait à Lomé, le 11 novembre 2022, le Conseil des ministres. Un point de presse a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres. La conférence de presse a été animée par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Professeur Akoda Ayiwadan est revenu notamment sur le recensement en cours au Togo. Un extrait. Mais la plupart ont été surmontés. Il y a eu une difficulté de compréhension, par exemple, d'aucuns pensaient que c'était un recensement électoral, d'autres fiscal. Donc, la campagne de communication et de sensibilisation a été aménagée pour mieux expliquer. D'aucuns considéraient que les questionnaires étaient trop intrusifs. Là aussi, il y a eu des réponses qui ont été apportées. Vous savez, il y a des éléments très simples. Aujourd'hui, lorsqu'on vous interroge sur ce que vous avez un ordinateur ou pas, alors vous pouvez le vivre comme une question intrusive, mais dans la réalité, le gouvernement choisit de digitaliser son interaction avec les gouvernés et de digitaliser de façon générale le pays pour avancer plus vite. Lorsque l'État sait que dans sa population, il n'y a que 20% d'ordinateurs, il y a certainement des questionnements qui vont arriver et qui vont appeler des réponses. Donc, ce sont des questions qui peuvent paraître intrusives au prime abord, mais moi, je voudrais vous rassurer sur ce que, d'abord, les données personnelles seront sauvegardées et ces informations ne sont utilisées qu'à titre statistique et à titre de planification. Donc, les difficultés, oui, il y en a eu, mais des réponses ont été apportées au fur et à mesure et continuent d'être apportées pour que le recensement soit une réussite. Et vous suivrez donc l'intégralité de ce point de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres à la fin de cette édition. La protection de la femme, parlons-en. Les députés ont passé plus de 6 heures de temps à débattre sur 4 projets de loi. Des textes qui prennent en compte certains droits de la femme, notamment dans le mariage, dans le divorce, au travail ou encore sur le plan économique. 4 textes ont été adoptés à la fin des travaux. Todo Waré. Suspension de séance et concertation entre Parlement et gouvernement.
Les débats allaient dans le même sens jusqu'à ce que l'article 151 du nouveau Code des personnes et de la famille sur la garde des enfants diverge les opinions. La séance reprend. Cette fois-ci, c'est l'article 153 du nouveau Code pénal relatif à la vie de couple qui suscite un long débat. Des questions ne tarissent pas à l'endroit du gouvernement. La séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister le devoir de fidélité et les autres effets du mariage. C'est un peu contradictoire. Bon, est-ce qu'on peut un peu nous expliquer ce que ça veut dire? Est-ce à dire que la consommation du mariage peut se poursuivre entre les deux époux quelque part après séparation du corps? Est-ce que ça s'applique aux deux côtés? La séparation de corps, c'est une séparation de fait en réalité prononcée par le juge. Donc c'est une séparation de droit, mais une séparation provisoire. Elle implique simplement deux choses. Un, de ne plus avoir une adresse commune. Et deux, naturellement, quand on n'a plus une adresse commune, techniquement, on ne fait plus l'amour, pour dire les choses clairement. Mais toutes les autres obligations restent. Le fait d'avoir son adresse, d'avoir à contribuer aux charges du ménage, ça reste. Le fait du devoir d'assistance, ça reste. Le fait du devoir commun d'entretenir les enfants, ça reste. Des explications qui ont permis aux députés de comprendre la nécessité de protéger la femme dans le mariage ou la séparation, dans son travail ou encore face aux violences de tout genre. Après avoir fouillé de fond en comble les 4 tests, notamment le Code de sécurité sociale, le Code des personnes et de la famille, le Code pénal et le Code du travail, les 3 groupes parlementaires rassurent. Le groupe parlementaire NET-PDP a toujours fait la promotion de la femme à des postes de responsabilité, une de ses plus grandes priorités. Nous remercions par conséquent les autorités de notre pays pour les multiples initiatives allant dans ce sens. L'amélioration de ces points vient consolider et contribuer au progrès des conditions de la vie de la femme. L'UFC, parti d'opposition, estime que les avancées proposées sont dans l'intérêt des Togolais, particulièrement des femmes togolaises. Je voudrais ici saluer notre champion, son Excellence M. Faure Essouzmoula Niassingbe, champion du prix Hiforchi, qui a élevé notre pays au firmament au plan régional et international en matière de représentativité des femmes, de l'égalité genre et qui ne cesse d'œuvrer pour une meilleure protection des droits de la femme et un renforcement de son statut social. Je nous invite à nous prononcer donc en faveur du vote. Aucune abstention, les tests sont adoptés à l'unanimité. Au ministre en charge de la promotion de la femme de rappeler le bien fondé de ces réformes qui vont améliorer les conditions de vie et de travail de la femme. Les réformes apportées aux 4 tests permettront d'améliorer le statut civil, le positionnement familial et les droits matrimoniaux de la femme. Elles apportent également une plus grande protection à la femme contre diverses infractions sexistes et sexuelles, notamment les violences, et renforcent les droits professionnels, les droits sociaux et l'accès égalitaire à l'emploi, ainsi que le travail spécifique pour la femme enceinte ou allaitante. L'Assemblée nationale vient donc de renforcer les actions du gouvernement dans la protection des droits de la femme et de son statut social. La présidente Yawa Digbori Tiegan exhorte. Nous ajoutons notre voix aussi à celle du gouvernement pour nous inviter à une appropriation de cette vision. Cela nous concerne tous parce que quand ça arrive dans nos familles, nous oublions ces lois que nous avons votées, nous oublions nos positions que nous avons eues, nos émotions dominent et nous oublions que la femme, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, doit être protégée. Nous prions pour que chacun d'entre nous s'approprie cette vision et que la femme togolaise continue d'être au centre de toutes les attentions, cette fleur que nous nous engageons tous aujourd'hui à protéger. Que Dieu veille sur le président de la République pour continuer encore davantage
à donner plus de visibilité, plus de positionnement à la femme togolaise afin que cette nation continue de bénéficier de toutes les valeurs contenues dans la femme. Des amendements ont été apportés au texte. Le gouvernement promet veiller à ce que les préoccupations des députés soient prises en compte. L'actualité ce soir, c'est aussi cette 7e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace UEMOA. Au rang des sujets abordés par les 8 États membres, le projet d'information et d'interconnexion des postes de police dans les zones UEMOA. Écoutez-la. La résilience des populations. Situation sécuritaire au sein de l'UEMOA au premier semestre 2022. Mise en œuvre des recommandations de l'accord cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement. Voilà entre autres sujets à l'ordre du jour de cette 7e réunion ministérielle dédiée à la paix et à la sécurité dans l'espace communautaire. La rencontre devra donner de nouvelles orientations pour la mise en œuvre plus efficace de l'accord cadre de coopération entre les 8 États membres de l'Union, aussi bien en matière de sécurité que de renseignement. Nous allons essayer d'examiner d'abord les conclusions des travaux des experts qui ont travaillé le 9 et 10 novembre 2022. Et un projet phare de l'Union, c'est l'informatisation et l'interconnexion des postes de police frontaliers pour avoir une idée claire de ceux qui traversent, de ceux qui sortent et qui traversent les frontières des pays de l'Union. Les experts ont travaillé dans ce sens. C'est un gros projet de plus de 10 milliards de francs CFA que la Commission essaiera de mettre à la disposition des États pour que nos postes frontaliers puissent être interconnectés. Donc, lorsque vous traversez la frontière entre le Togo et le Bénin, on peut vous suivre depuis la frontière entre le Togo et le Burkina Faso. D'après le rapport sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, la situation sécuritaire dans les États membres s'est fortement dégradée au premier semestre 2022. Face à la situation, les ministres en charge de la sécurité s'accordent sur l'accélération de la mise en exécution du projet d'informatisation et d'interconnexion des postes de police de l'Union. Le problème qui se pose à nous est un problème transnational qui ne respecte pas les frontières. Et si nous voulons lui opposer une solution radicale et durable, nous devons donner à cette lutte une dimension communautaire. Je crois que le projet est bien parti parce que nous nous sommes déjà entendus sur l'essentiel. Et dans les jours et semaines à venir, nous allons passer à la concrétisation. Ce projet fait partie de la feuille de route issue de l'accord cadre de coopération signé en 2018. Il devra être concrétisé d'ici à 2025. Dans l'actualité également, le ministère de la Justice a organisé une conférence de presse ce jeudi à Lomé. Sujet abordé, les innovations du code judiciaire en terre togolaise pour une justice efficace. Alors quelles sont ces innovations? Yata Aratem. La loi portant code de l'organisation judiciaire au Togo, la voici. Un instrument voulu et adopté en 2019 pour renforcer l'état de droit, l'adapter aux réalités domestiques et aux standards internationaux. C'est dans le cadre du vaste programme de modernisation de la justice, PNMJ, qui a été porté sur les fonds baptismaux par son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, président de la République, depuis août 2005, et au regard de la priorité 3 de l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, qui, je le souligne, recommande l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire, que la nouvelle organisation judiciaire togolaise s'inscrit. Le nouveau texte, présenté aux journalistes, opère une restructuration totale des juridictions du premier degré et des changements significatifs au second degré. Résultat de sa mise en œuvre, les dernières affectations opérées dans l'appareil judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature avait pris la décision qu'un magistrat qui est en poste ne pourrait pas faire plus de 4 ans sans changer de poste. Donc le magistrat qui fait plus sera gagné par l'usure, et le milieu où
il se trouve sera un piège pour lui parce qu'il y aura le copinage qui ne va plus rendre efficace le travail juridictionnel qu'il est appelé à faire. Le législateur togolais a le mérite d'avoir introduit le double degré de juridiction, non seulement en matière administrative, mais aussi en matière criminelle. Aujourd'hui, nous avons des tribunaux de grande instance qui sont implantés au niveau des chefs-lieux des régions. Nous avons des tribunaux à compétences correctionnelles et civiles qui sont circonscrits dans les lieux où se trouvent les prisons civiles uniquement. Et puis le reste des juridictions sont les juridictions à compétences uniquement civiles où on ne fait que du civil. La Cour suprême n'est pas un troisième degré de juridiction, c'est une juridiction de droit. De même, l'introduction de la collégialité en matière correctionnelle au premier degré est à mettre à l'actif de la nouvelle loi. L'institution judiciaire togolaise s'est donc inscrite dans une dynamique évolutive. Au niveau pénal, on trouvera des juges de l'application des peines. Au niveau des tribunaux de grande instance, nous verrons l'implantation des tribunaux de travail. Que gagne le citoyen? C'est de voir la justice devenir plus efficace. L'organisation judiciaire togolaise magnifie les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Elle consacre également les droits fondamentaux et les devoirs du citoyen. La réforme impulse une nette progression et une prise en compte concrète des exigences nouvelles de l'univers professionnel de la justice au Togo. Le législateur n'a pas manqué d'audace à renverser l'ordre habituel des choses afin d'apporter de la nouveauté à la justice. Belle performance du Togo en matière de prestations portuaires. Le pays réédite pour la 5e fois consécutive cette performance avec une nouvelle croissance à 2 chiffres. Lomé reste ainsi le leader des ports à conteneurs dans la sous-région. Carmen Madé Akako. Pour la 5e fois consécutive, le Togo garde sa position de leader des ports à conteneurs en Afrique de l'Ouest et se classe au 4e rang au plan continental après le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud. C'est ce que révèle le classement 2022 de la revue londonienne Lloyd's, spécialisée dans la logistique et le commerce maritime. En 2021, le pays a brassé 1 962 304 équivalents 20 pieds contre 1 725 270 000 en 2020, soit une progression de 13,7%. Au plan mondial, le pays consolide sa position dans la short list des 100 premiers ports à conteneurs, 2 ans seulement après son intégration dans ce groupe prestigieux. Ces exploits rassurent les acteurs portuaires qui annoncent déjà des projets pour relever les défis du développement et de modernisation du port autonome de Lomé. De nouveaux équipements sont donc attendus. Les partenaires prévoient un investissement de 530 millions de dollars pour porter du simple au double la capacité de la plateforme portuaire togolaise sur une période de 10 ans. Ces performances découlent des réformes du secteur de l'économie maritime initiées par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, en vue de faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Et le 5e recensement général de la population et de l'habitat tire progressivement à sa fin au Togo. Encore quelques heures, l'opération s'achève demain samedi. Alors, comment se déroule la collecte de données du côté de Gléi? Constat sur place avec Sylvain Abdou. Des références pour dire que les agents recenseurs sont passés dans les concessions pour l'enregistrement des ménages. C'est le cas ici à Gléi, dans la commune au Goutkoa. Dans ce ménage, par exemple, à communauté Peul, les agents recenseurs, à en croire les chefs de ménage, sont passés ici il y a 3 jours. Quand les agents étaient là, ils étaient 2 dans notre secteur ici. Il y a l'autre qui était de l'autre côté et l'autre était ici chez nous. Ils étaient arrivés, ils ont demandé les noms, demandé c'est combien de personnes dans la maison, demander l'âge de chacun. Parce qu'on était informés. On était informés avant qu'ils allaient arriver. Et sur le terrain, ils sont toujours visibles et à l'œuvre, munis de leurs tablettes pour la collecte des informations justes et fiables. Une collecte comme celle-ci, bien observée dans ce ménage. J'étais dans la boutique quand elle était arrivée.
Elle a salué et elle s'est présentée à moi. J'ai demandé qu'on vienne à la maison. Elle nous a présenté ce qu'elle est venue faire, recenser moi-même et la famille, le foyer. Donc elle a demandé d'après le nombre que nous sommes ici. Nous sommes déjà informés qu'il y a le recensement. Donc on vient, on nous donne, on nous accueille comme il le faut et on donne toutes les informations. L'opération a beaucoup évolué ici, mais un seul constat. Ici à Aglélie, l'agriculture est la première source économique. Donc ces derniers temps, c'est la récolte de l'haricot. Je peux dire que c'est ça qui fait un peu de défaut. Mais ici, nous avons certains agents qui sont en train de finir leur ZD. Ils sont actuellement en train de faire le recyclage, c'est-à-dire refaire le tour de la ZD pour voir s'il y a des absences, des ménages ou des concessions qui n'ont pas été recensées. L'objectif est que ici, le 12, comme c'est le délai, de faire un effort pour être dans le délai pour finir l'opération. Ce travail dénote de l'engagement et le dynamisme des agents recenseurs. Un engagement vivement salué par les autorités communales qui au quotidien s'investissent dans le suivi pour une opération réussie. Vous voyez les agents qui tournent même à 22 heures et au-delà. Et parce que les paysans sont au champ dans la journée, ils se donnent ce devoir de voir tous les ménages recensés. Donc, ils choisissent d'aller vers eux dans la mesure du possible, peu importe l'heure. Donc, c'est vraiment un engagement que je ne peux aussi manquer de saluer. À quelques heures de la fin, il s'agit pour les agents recenseurs de vérifier les ménages non recensés pour leur enregistrement afin d'aider le gouvernement à constituer un fichier démographique beaucoup plus fiable. La suite de ce journal avec ce communiqué. Dans le cadre de la reprise des activités de pêche sur le lac de Nangbeto, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière informe les acteurs de la pêche et les usagers du lac de Nangbeto que la pêche est ouverte sur le dit lac à compter du 15 novembre 2022. L'usage des engins et pratiques de pêche suivants sont interdits. Filet maillant ou épervier de maille inférieur à 2 doigts et demi. Scène de rivage, nas de moins de 3 doigts, bambou, acadia atidja, barré, palangre non appâtée, utilisation de produits toxiques. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection aux côtières attache du prix au respect des bonnes pratiques de pêche par l'usage des engins autorisés et rappelle que l'exercice de la pêche sur le dit lac est subordonné à l'obtention d'un permis de pêche délivré par la direction des pêches et de l'aquaculture. Signé Kokou Edem Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Le groupe Canal+ a réuni depuis lundi dernier à Lomé 10 agents de la télévision togolaise. Ces derniers sont outillés sur les techniques de l'écriture audiovisuelle. La formation a pris fin cet après-midi. Carmen Madi Akako. Un nouveau départ pour ces journalistes, présentateurs, animateurs d'émissions et producteurs de la télévision togolaise TVT. Après une semaine de formation, ils maîtrisent mieux l'écriture audiovisuelle et sont désormais plus aptes à organiser et orchestrer leurs productions et reportages. Je suis très contente de cette formation et je crois que dans les jours à venir, dans les mois à venir, pour mon prochain numéro de mon magazine, il y aura du professionnel dans ce que je vais faire. Et ce que j'avais l'habitude de faire, franchement, c'est le jour et la nuit. Chacun de son côté va essayer d'appliquer ce que le formateur nous a donné. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus prendre un papier d'un producteur qui sera rempli de commentaires simplement, sans respecter ce qu'on appelle les lives, sans respecter ce qu'on appelle les sonores. Attendez seulement, dans peu de temps, vous allez comprendre que la télévision togolaise est en train de changer. C'est une initiative du groupe Canal+, à travers le label Canal+ University. L'idée est de contribuer au développement des métiers de l'audiovisuel et du cinéma en Afrique, précisément au Togo. On leur a appris à travailler ce que moi j'appelle la vie. C'est la vie qu'on veut voir à la télé. C'est la vie des gens. C'est le quotidien,
comment les décisions ou les actualités se répercutent dans la vie des gens. Et moi, c'est ça que j'essayais de leur montrer, c'est comment est-ce qu'on raconte des histoires, parce qu'un reportage est d'abord une histoire. Comment ces histoires, on les raconte pour qu'elles concernent les gens qui regardent. C'est depuis 2013 que le groupe Canal+ et la télévision togolaise ont mis leur coopération sur orbite. Une collaboration renouvelée il y a quelques mois avec un engagement de Canal+ à améliorer la qualité des programmes et images de la première chaîne de télévision au Togo. On a initié des cycles de formation avec la TVT, dont la première session a eu lieu à Abidjan. On a pris 10 techniciens, on les a formés sur la captation et la couverture des événements sportifs, notamment le football. Et aujourd'hui, nous venons de clôturer la deuxième session qui a été plus focus auprès de la cible journalistes et producteurs d'émissions autour de l'écriture audiovisuelle. Donc, on est vraiment en train de mettre en œuvre tout ce qu'on peut déployer en termes de support, technique, formation pour rendre le secteur de l'audiovisuel assez compétitif. La bonne nouvelle est le passage de la chaîne mère sur le bouquet HD de Canal+. Le passage de l'analogique à la TNT, télévision numérique terrestre, est donc amorcé. Ce communiqué pour la suite, communiqué sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce vendredi 11 novembre 2022. Nombre de cas confirmés, 39 318. Nombre de personnes guéries, 39 014. Nombre de cas actifs, 14. 290 décès. Signé professeur Moustapha Mujiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres de ce vendredi, conférence de presse animée par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan. Moi, je suis Hélène Martelot de l'Économiste du Togo. Alors, déjà, à la première lecture de cet avant-projet de loi de finances, exercice 2023, dites-nous, s'il vous plaît, monsieur le ministre, quelle est la particularité et quels sont les domaines prioritaires? L'avant-projet de loi de finances, exercice 2023, intervient dans un contexte particulier, vous l'avez noté. Aujourd'hui, nous sommes aux prises avec un certain nombre de crises et ces crises gagne à être prise en compte dans l'élaboration de l'avant-projet de loi de finances exercice 2023. Je pense notamment à la crise russo-ukrainienne qui impacte sérieusement nos économies. Et dans l'élaboration de l'avant-projet de loi, le gouvernement a tenu à ce que les lignes directrices qui étaient les siennes depuis le début du mandat soit conservé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le social est au cœur du budget exercice 2023 et ce social-là, en termes de priorité, se décline notamment sur des secteurs précis. Je prends par exemple le secteur agricole au regard de l'apport que ce secteur peut procurer à notre économie. Je pense à l'inclusion sociale avec toutes les actions du gouvernement dans ce sens. Je pense à la santé, à l'éducation. Donc, ces secteurs prioritaires ont été pris en compte de façon très importante dans la confection du budget. Vous avez vu la part de ce secteur social notamment est montée à 50% dans le budget. Et dans l'observation qui a été faite à la lecture, nous avons un budget qui progresse par rapport à l'année dernière. Et cela gagne à être signalé tout simplement parce que les investissements de notre État, malgré la crise, continuent. Et en matière économique, c'est une approche clairement contracyclique. Et cela doit être signalé pour rendre hommage au choix qui est fait par le gouvernement togolais en ces périodes qui sont troublées. La dimension sécuritaire n'est pas oubliée dans le budget
eu égard toujours à ces crises, vous le savez, nous vivons une crise sécuritaire sous-régionale, c'est celle-là qui est plus proche de nous, mais au plan international, on peut en parler. Mais sur la crise sécuritaire sous-régionale, qui a des impacts directs avec nous, le budget apporte une réponse également en maintenant la mise en œuvre de la loi de programmation militaire et en l'accélérant. Je m'appelle Martial Kataka, Togo Presse. Vous avez évoqué un certain nombre de secteurs clés que prévoit ce budget. Est-ce que selon vous, Monsieur le ministre, cela va-t-il réellement se sentir sur le panier de la ménagère? La perception que l'on pourrait avoir de l'évolution du panier de la ménagère aujourd'hui ne peut se situer qu'au niveau des projections. Il y a un budget qui est mis en place et qui va être exécuté justement dans cette finalité-là, de faciliter la vie de tous nos concitoyens au quotidien. Ce qu'il faut dire, c'est que les investissements ou les choix qui sont faits aujourd'hui tendent non seulement à compter sur nos propres efforts, c'est-à-dire la capacité, par exemple, de notre agriculture à nous fournir ce que nous pourrions manger au quotidien, et mécaniquement, les produits tirés de notre agriculture seront moins chers que ceux qui seraient importés. Au-delà de cela, en facilitant la vie au quotidien de nos concitoyens par différentes mesures. Je parlais tout à l'heure d'inclusion financière, je parlais de santé en pensant à l'accès universel aux soins. Ce sont autant de mesures qui vont avoir un impact direct sur le panier de la ménagère. Donc, moi, je suis confiant dans ce sens-là, en estimant que dès lors que nous comptons et nous renforçons d'abord nous-mêmes notre capacité à produire, il n'y a pas de doute, mécaniquement, le panier de la ménagère doit s'en ressentir. Je rebondis. Nous sommes dans un contexte sécuritaire doublé par les effets de la pandémie. Est-ce que quelque chose va se faire davantage par rapport à ce budget pour maîtriser l'inflation? L'inflation que nous subissons aujourd'hui est d'abord une inflation importée. Il ne faut pas avoir une lecture différente. Il s'agit d'une inflation importée et l'avant-projet de loi de finances prend en considération cette inflation. Mais il faut souligner que la sous-région a plutôt mieux résisté en termes d'inflation en comparaison avec d'autres régions. Et pour avoir mieux résisté, la leçon qu'on a tirée, c'est que là encore, ce sont nos forces internes, notre capacité à nous appuyer sur nos forces internes qui nous ont permis de mieux résister à cette inflation. Le travail va continuer dans ce sens-là, renforcer nos forces, augmenter ou accroître notre capacité d'investissement pour pouvoir améliorer les taux de consommation budgétaire en termes d'investissement, mais faire en sorte que nos populations subissent de moins en moins cette inflation qui est importée. Il y a des mesures d'accompagnement qui ont déjà été prises. Cela a été dit, ces mesures vont se poursuivre. Il y a de nouvelles mesures qui sont proposées par le budget, par l'avant-projet de loi de finances, et ces mesures-là aussi permettront d'atténuer ces effets inflationnistes. Sur le volet sécuritaire, qu'est-ce qui est prévu dans ce budget pour lutter beaucoup plus efficacement contre ce phénomène? La crise sécuritaire que nous subissons impose effectivement de ne pas perdre de vue que la sécurité est une denrée dont il ne faut pas se priver. En tout cas, aucun pays ne saurait aspirer au développement dans une instabilité. Mais l'avantage, si on peut le dire ainsi, que nous avons dans notre pays, c'est d'avoir anticipé sur une situation comme celle-là. Et l'anticipation de notre pays a consisté justement à mettre en place une loi de programmation militaire. Et cette loi de programmation militaire nous projette dans les prises de décision qui vont s'étaler évidemment sur un certain nombre d'années pour pouvoir non seulement contenir les situations d'insécurité, voire même les prévenir. Dans cette loi de finances de 2023, la mise en œuvre de la loi de programmation militaire va se poursuivre et cela nous permettra, en tout cas on l'espère, de continuer à mieux répondre à ces situations d'insécurité. D'abord, d'un service de la météorologie,
On est passé à une direction, ensuite à une direction générale, et aujourd'hui, on est en train de passer à une agence de la météorologie. Pourquoi cette évolution? L'évolution est le fruit des différents changements opérés ou survenus dans notre histoire. Il était question d'un service parce que, à l'époque, les besoins étaient moindres. Petit à petit, les besoins se sont accrus relativement à la recherche d'informations météo et ce service a muté pour devenir une direction en 1971. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau de besoin tellement important et tellement spécifique qu'il nous faut réfléchir à une structure capable de nous apporter la bonne information ou les bonnes données climatiques pour pouvoir avancer sur un certain nombre de projets. Vous savez, l'information météorologique est une information qui est décisive dans les choix que l'on peut opérer, soit immédiatement ou dans le futur. Pour pouvoir obtenir ou avoir à disposition ces informations, ces données de qualité, il fallait faire évoluer la direction générale de la météorologie nationale vers une structure plus souple, plus efficace, mieux dotée, qui nous permette d'aller dans le sens d'une meilleure fourniture d'informations météorologiques. Moi, c'est Fana Kadouasso du journal Libération et du site d'information afrique-media.info. Quel est l'intérêt de la météorologie pour les acteurs économiques, notamment les agriculteurs? Moi, je vous dirais tout simplement que la météo, c'est la clé. Je disais tout à l'heure que la donnée météorologique nous permet de faciliter un certain nombre de prises de décision. Aujourd'hui, que ce soit dans le domaine aéroportuaire, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine des BTP, la maîtrise de l'information météo permet de faire des choix, très simplement. Si nous prenons le domaine agricole, aujourd'hui, l'on est capable de prévoir la météo sur une durée relativement longue. Et en fonction de cela, l'on peut choisir, par exemple, de retarder des semis ou alors de les avancer. Actuellement, dans la zone sud de notre pays, on constate qu'il pleut même dans ce mois de novembre, ce qui n'est pas habituel. Et pour ceux qui n'ont pas la maîtrise de cette météo, qui auraient par exemple semé un peu plus tôt, si la pluviométrie s'arrête, ou en tout cas si cette période pluvieuse s'arrête, leurs semis vont en subir les conséquences. Donc, la météorologie, qui est une science, va nous permettre non seulement d'avoir des données ou des informations de qualité, de faire des programmations, des projections pour choisir les bons moments pour sortir de chez soi, par exemple, le meilleur moment pour prendre son parapluie ou pas, et le meilleur moment pour semer. Nous avons constaté que parfois les prévisions annoncées par la météo ne se passent pas exactement. Est-ce une anomalie ou bien une incompréhension des populations? Il est difficile de parler d'anomalie. C'est pour cela qu'on parle de prévision météorologique. En vérité, il s'agit d'une science, c'est vrai, qui utilise des outils pointus, mais des marges d'erreur sont observables. Donc, parfois, il peut arriver que l'on prévoit de la pluie et qu'elle ne tombe pas exactement au moment où on le souhaite ou pas à l'intensité qui est observée. Comme c'est une science, les recherches et les outils permettent de s'améliorer. Et cette agence devrait nous permettre d'acquérir du matériel de pointe, d'aller plus loin dans notre organisation, même de la collecte de la donnée climatique, pour proposer des prévisions de plus en plus exactes. Par rapport au recensement des infrastructures économiques et sociales, quel est l'objectif pour le gouvernement de procéder à ce recensement? Le recensement des infrastructures économiques et sociales est une opération avant-gardiste. Cette opération, il faut le dire, vise à recenser les infrastructures économiques et les infrastructures sociales. Je vais vous citer un exemple. Grâce à ce recensement, l'on est capable aujourd'hui de vous dire, si nous prenons par exemple un village dans les plateaux, le village de Yorokoto par exemple,
on est capable de vous dire exactement le nombre de bâtiments qu'il y a, le nombre de bâtiments scolaires, le nombre d'élèves, le nombre de poteaux électriques, les canalisations. Toutes ces informations sont tirées de ce recensement-là. Et à la fin de cet exercice, notre pays va être doté d'un outil d'analyse et de planification sans nul autre pareil en réalité. Donc, le recensement des infrastructures socio-économiques est un exercice qui nous permet de recenser toutes ces infrastructures et de les consigner dans une base de données. Justement, quel est l'état des lieux sur ce recensement? La phase de collecte d'informations est achevée, c'est-à-dire que le recensement a été lancé en 2021. Les agents recenseurs, dans ce cadre-là, ont sillonné toute l'étendue du territoire avec un cahier de charges précis. Ils ont collecté les informations qui figuraient dans ce cahier de charges. Donc, cette phase est accomplie. La phase qui suit actuellement, qui va s'enclencher bientôt, c'est la phase de consolidation des informations recueillies et la construction de la base de données qui va héberger ces informations et avec laquelle d'autres bases de données pourront interagir plus tard pour affiner des résultats. Comment appréciez-vous globalement le déroulement de cette opération? L'opération de recensement général de la population de l'habitat se poursuit jusqu'à demain au moins. Et à date, l'on peut considérer que l'opération se déroule plutôt bien. Il est vrai qu'au début de la phase de dénombrement, il y a eu quelques difficultés. Une difficulté d'avoir accès à certains habitants à recenser, une circulation un peu difficile de l'information. Donc, quelques difficultés. Ces difficultés ont été identifiées et corrigées, ce qui a permis à la deuxième semaine du recensement de vivre une accélération de la collecte ou du dénombrement. Donc, globalement, il y a lieu d'être satisfait de la dynamique actuelle, mais c'est certainement le moment également d'exhorter les uns les autres qui ne se sont pas fait recenser pour le moment. Des retours que nous avons, les communautés étrangères vivant dans notre pays ont du mal à rentrer dans le mouvement. Le ministre des Affaires étrangères a fait une note dans ce sens-là pour les exhorter à se faire recenser parce que beaucoup considèrent que l'opération ne concerne que les Togolais alors que l'opération est beaucoup plus large. Donc, c'est des situations qui sont en train de se corriger. Donc, il y a lieu d'exhorter les uns les autres de se mettre dans le mouvement pour se faire recenser afin que l'opération soit la plus complète et la plus fiable possible. Au début, on notait une réticence au niveau des ménages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que toutes ces difficultés ont été surmontées? Toutes les difficultés ne sauraient être surmontées, mais la plupart ont été surmontées. Il y a eu une difficulté de compréhension, par exemple. D'aucuns pensaient que c'était un recensement électoral, d'autres fiscal. Donc, la campagne de communication et de sensibilisation a été aménagée pour mieux expliquer. D'aucuns considéraient que les questionnaires étaient trop intrusifs. Là aussi, il y a eu des réponses qui ont été apportées. Vous savez, il y a des éléments très simples. Aujourd'hui, lorsqu'on vous interroge sur ce que vous avez un ordinateur ou pas, alors, vous pouvez le vivre comme une question intrusive, mais dans la réalité, le gouvernement choisit de digitaliser son interaction avec les gouvernés et de digitaliser de façon générale le pays pour avancer plus vite. Lorsque l'État sait que dans sa population, il n'y a que 20% d'ordinateurs, il y a certainement des questionnements qui vont arriver et qui vont appeler des réponses. Donc, ce sont des questions qui peuvent paraître intrusives au prime abord, mais moi, je voudrais vous rassurer sur ce que, d'abord, les données personnelles seront sauvegardées et ces informations ne sont utilisées qu'à titre statistique et à titre de planification. Donc, les difficultés, oui, il y en a eu, mais des réponses ont été apportées au fur et à mesure et continuent d'être apportées pour que le recensement soit une réussite. Est-ce qu'il y a des possibilités pour pouvoir proroger les jours de recensement si les objectifs ne sont pas atteints? Si oui, bon, combien de temps à peu près? Il y a un travail qui est en train d'être fait, un travail de compilation des résultats. Et
À partir de ce travail-là, l'on saura si les objectifs qui ont été assignés à ce recensement ont été atteints ou pas. C'est vrai que la perception immédiate que les uns et les autres peuvent avoir parce qu'ils n'ont pas été recensés est de dire que globalement, nul n'a été recensé. Mais il faut attendre. Aujourd'hui, on est le 11, demain le 12. Un point est actuellement en train d'être réalisé sur cette question-là. Et d'ici aujourd'hui ou demain, une communication sera faite sur la nécessité de proroger le délai de recensement ou pas. À quelques heures de la clôture, est-ce que vous pouvez nous dire et nous donner une idée exacte sur le nombre de personnes recensées à ce jour? Le nombre exact, j'aurais du mal à vous le dire. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un travail qui est en train de se faire et je pense que dès que nous finirons ici, on aura déjà des tendances. Mais ce qui est sûr, c'est que la dynamique est très encourageante actuellement. La dynamique est encourageante. Il nous faut juste continuer à nous mobiliser pour pouvoir faire de cet exercice un exercice de qualité. Après ce dénombrement, quelles seront les prochaines phases? Alors, à la fin de la phase de dénombrement, il y a une autre phase qui va suivre, qui devrait durer entre 2 semaines et 1 mois. Alors, c'est une phase technique qui permet d'opérer une vérification sur le terrain des résultats que l'on a obtenus. C'est-à-dire qu'il va y avoir des agents recenseurs qui vont retourner sur le terrain, opérer sur un échantillon un peu plus réduit une autre phase de dénombrement, mais une phase de dénombrement qui permet de corriger ou en tout cas de vérifier la fiabilité de la première phase de l'opération. Après cette phase-là, il y aura la compilation et la vérification des résultats et en 2023, donc on sera déjà l'année prochaine, le résultat du dénombrement sera donné. Les primes d'assurance versées par les employeurs pour l'assurance maladie des salariés seront désormais déductibles. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans la loi de finances exercice 2023, il est prévu que lorsque vous êtes employeur et que vous payez des primes d'assurance maladie pour vos salariés, c'est-à-dire vous avez engagé quelqu'un vous prenez une assurance maladie pour cette personne, la prime que vous versez à l'assureur, cette prime sera déductible de vos impôts, très simplement. L'idée ici, véritablement, c'est de continuer à accompagner la mise en place de l'assurance maladie universelle et en même temps d'accompagner les entreprises qui font le pas de faire rentrer leurs salariés dans la protection sociale. La COP27 se déroule actuellement en Égypte. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la position du Togo? Une délégation togolaise, effectivement, est représentée au plus haut niveau en Égypte actuellement pour la COP27. Et nous, notre position, elle est très simple au Togo. Notre position, c'est un engagement en faveur du climat. Vous savez à peu près à quel niveau la protection de l'environnement est prise en compte dans les différentes politiques de notre pays et nous continuerons à défendre ces positions-là, puisque le petit pays, par la taille que nous sommes, a de grandes ambitions en matière de protection de l'environnement. Nous sommes convaincus que l'environnement est notre meilleur allié pour le développement. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.